Différentes causes, mêmes conséquences. Voilà comment on pourrait intituler et résumer ce match 2 des finales NBA 2017. Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo débrief. Je vous propose de faire un petit passage en revue de ce match numéro 2 des finales et à l'aide des petits extraits de la rencontre et des stats avancées, de faire un diagnostic et de comprendre ce qui s'est passé dans cette rencontre. Une rencontre, on le disait, qui a une nouvelle fois vu l'équipe des Warriors largement s'imposer, une équipe de Golden State qui aura dominé très très tôt dans le match. Les Cavs ont réussi à recoller pratiquement à la mi-temps avant de s'écrouler dans le troisième quart-temps et de voir les Warriors s'envoler vers un match à nouveau avec pratiquement 20 points d'écart, un nouveau blowout dans ces finales NBA. Ce qui est très intéressant, c'est que factuellement, les Cavs ont fait un bon match et ils se sont très bien ajustés dans ce match 2 par rapport aux problématiques qu'on avait pu soulever à l'issue du match 1. Notamment sur ces trois facteurs, les points dans la raquette, les points en deuxième intention et les points en contre-attaque, on a eu une très belle réaction de Cleveland. Souvenez-vous, au match 1, on avait eu des Warriors qui avaient complètement enfoncé la défense des Cavs, avaient marqué beaucoup de points dans la raquette, là où les Cavs s'étaient contentés d'arroser de loin. On avait eu une équipe des Warriors en domination au rebond offensif qui avait mis beaucoup de points en deuxième intention, et on avait eu un match complètement dissymétrique de contre-attaque, où les Warriors avaient marqué 3 fois plus de points en contre-attaque que cette équipe de Cleveland. Dans ce match 2, on a retrouvé des Cavs agressifs vers le cercle qui sont allés mettre beaucoup de paniers en dessous. On a globalement une bataille du rebond équilibrée qui n'a pas vu une équipe plus dominée qu'une autre dans les points en deuxième intention. Et on a une équipe des Cavs qui a fait jeu égal dans les points marqués en contre-attaque avec cette équipe des Warriors. Donc, les ajustements mis en place par l'encadrement, le coaching staff des Cavs par rapport vraiment aux gros soucis du match 1, ils ont été là. Cleveland a répondu présent. On a notamment vu dans le premier quart-temps des Cavs très 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 agressifs, on le disait, vers le cercle, qui ne sont pas contentés de bombarder de loin, qui ont cherché à jouer en transition, en accélération avant que la défense des Warriors ait le temps de se mettre en place. Des Cavs qui ont aussi bien su trouver les intervalles, notamment sur les pick and roll. Ici, la pré-rotation de Pachulia est tardive et Cleveland va retrouver le poseur de l'écran qui peut aller sanctionner tout près du cercle. Bref, l'entrée en matière et les ajustements, on le disait, par rapport aux problématiques du match 1, sont vraiment très très bien gommés dans ce début de rencontre. Ici, la pré-rotation est une nouvelle fois tardive et on va retrouver le poseur de l'écran qui flash bien vers le cercle. Et puis, on a aussi su aller forcer des pertes de balles côté Cavs et se trouver des paniers comme ça en transition, en contre-attaque, en attaquant bien, en étant agressif dans les intervalles. Ça, c'était vraiment bien. Au niveau de la petite sous-performance de LeBron James, je mets sous-performance entre guillemets, parce que, souvenez-vous, quand on en avait parlé dans le débrief du match 1, James fait quand même un premier match des finales où il est à plus de 30 d'évaluation sur mon Blightometer et où il est à plus de 50 sur le Fantasy Score de NBA.com. Donc il avait fait un match un petit peu décevant, mais qui pour le commun des mortels serait un super match. Dans ce match 2, on a un James qui est de nouveau à un rendement de mutant, qui fait un match incroyable en efficacité offensive, qui arrache le triple-double, qui perd que 4 ballons pour 14 passes, qui fait des comptes, bref, des interceptions. Bref, le James complètement mutanesque, et on retrouve face à lui, comme dans le match 1, Kevin Durant qui lui aussi franchit un palier et répond du tac au tac à la performance de l'ailier superstar MVP mutant extraterrestre des Cavs. Les deux ont haussé leur niveau de jeu par rapport au match 1 sur ce match 2, mais on attendait une réaction d'orgueil de LeBron James. Elle a eu lieu, donc il a rassuré et il a confirmé son statut. Mais Kevin Durant a répondu lui aussi présent et a fait encore mieux en termes d'efficacité que le match 1. Ce qui s'est passé, c'est que les Warriors ont exploité d'autres failles. Et ils ont déroulé un autre plan de match dans ce match 2. Et c'est pour ça qu'on en arrive à la conclusion
causes différentes, mais même résultat. Donc c'est ce que je vous propose de développer dans la deuxième partie de cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que cette équipe de Golden State a vraiment dessiné sa victoire dans ce match 2 dans le troisième quart-temps en enchaînant un 17-7 et un 16-4 sur les 12 minutes de cette troisième période. C'est comme dans le match 1 où sur le troisième quart-temps, l'équipe de Golden State avait vraiment créé l'écart et dessiné sa victoire, sa domination dans ce troisième quart-temps. Ça, c'est effectivement la similitude. On a retrouvé une équipe des Warriors qui est vraiment une équipe de sortie de mi-temps et qui arrive sur le troisième quart-temps à déclencher l'avalanche et à créer la différence. Puisque voyez que sur effectivement l'intégralité du troisième quart-temps, plus la première moitié de la dernière période, du quatrième, on a une équipe des Cavs qui va mettre 35 points, c'est petit mais j'espère que vous voyez, là où l'équipe des Warriors va en mettre 54. Sur ce match 2, vraiment l'écart et l'explosion de l'équipe des Warriors s'est dessiné sur la réussite à 3 points. Puisque vous voyez que sur ce passage, on a un 9 sur 19 au tir à 3 points et un 9 sur 10 au lancer franc, là où l'équipe des Cavs va faire un 3 sur 13 à 3 points et ne tenter que 4 lancers francs. Et c'est ça qui est très intéressant sur ce match 2, c'est que au final, le scénario est très très différent du match 1 parce que dans le match 1, les Warriors l'avaient vraiment emporté en allant attaquer le cercle, en étant très agressif, en multipliant les extra-passes pour aller trouver des paniers faciles en dessous. Là où dans le match 2, les Warriors ont créé la différence en allant mettre des tirs à 3 points, en allant passer un bombardement massif à 3 points et en allant chercher vraiment des paniers à haut pourcentage derrière la ligne. Au final, voyez que en termes de pourcentage de réussite, on a une domination totale des Warriors, pratiquement 52% au volume en adresse totale, pratiquement 42% à 3 points et pratiquement 92% au lancer franc. C'est tout simplement injouable. Exemple ici sur attaque placée, de l'exploitation de l'équipe de Golden State des faiblesses défensives des Cavs. Écran de Durant sur Kevin Love qui défendait sur Pachulia. Pachulia monte poser un écran sur Curry, porteur de balle. Love qui devrait fermer sur Curry est en retard et le meneur de Golden State peut déclencher tout seul et sanctionner à 3 points. Ici, erreur classique du côté des Cavs, malheureusement manque de communication en défense. Regardez, on revoit cette séquence. Ici, Klay Thompson, dans le poste de l'ailier, va faire une feinte et initier un backdoor. Deux joueurs des Cavs viennent fermer sur Klay Thompson, LeBron James et J.R. Smith. Personne ne reste en marquage sur Kevin Durant qui venait poser un écran. Résultat, réception-tir pour Durant. J.R. Smith est en retard dans le close-out. Il fait faute. Action à 3+1 pour Golden State. Montée de balle de Curry, double écran sur lui. La défense de Cleveland est obligée de changer. Kevin Love se retrouve sur le meneur des Warriors. Fixation vers le cercle de Curry qui décale sur Draymond Green dans le corner. Thompson vient aider sur Curry. Protection de la raquette oblige après le match 1. Et les Warriors sanctionnent à 3 points. Globalement, on a vu sur ce match 2 une équipe des Warriors qui a beaucoup plus cherché à tirer à 3 points, profitant d'une défense de Cleveland focalisée sur la protection de la raquette. Et on a revu aussi des Warriors en mode insolence qui sanctionnent à 9 mètres avec une adresse insolente à 3 points. Les chiffres clés. Sur ce match 2, les Warriors y sont à 1,20 points par possession. C'est leur standard des playoffs. Ils sont à 74% de passes décisives. C'est absolument énormissime. C'est dans vraiment le très haut du panier de leur standard de la saison régulière et des playoffs. On a retrouvé les Warriors qui font beaucoup circuler la balle et qui créent des décalages, créent des opportunités de tir après les passes. On a par contre eu une équipe des Warriors qui a été très peu rigoureuse avec la balle, puisqu'on a une vingtaine de pertes de balles côté Warriors, et malgré
ces pertes de balles, malgré un assist turnover ratio à 1,70 qui est faible, eh bien on arrive quand même à chercher 1,20 points par possession. Ça en dit long sur les ressources de cette équipe des Warriors. On est à 24% de rebond offensif, ce qui est pas mal sans être extraordinaire, et on a un final à 66,3% de pourcentage au tir réel. C'est absolument mutanesque. On retrouve l'adresse à 3 points et le très haut volume de lancers tentés et la très belle adresse au lancer franc qui viennent évidemment impacter ce pourcentage au tir réel. Côté Cavs, on est seulement à 1,05 points par possession. C'est très en deçà des hautes performances de Cleveland en attaque durant ces playoffs. On est à 60% de passes décisives. Et ça, c'est pas mal. C'est mieux que la moyenne de Cleveland. Donc on a retrouvé un petit peu de circulation du ballon, un petit peu de fixation et de décalage sur des tireurs ou des joueurs qui coupent au panier. On a un très bon assist turnover ratio. Donc globalement, on a bien réagi par rapport aux problématiques du match 1 où on avait fait très peu de passes et on avait perdu beaucoup de ballons. Par contre, on est dominé au rebond offensif et je vous l'avais dit dans ma preview, les Cavs, ils vont être bien défendus par les Warriors, ils vont avoir besoin de rebonds offensifs pour rester dans le coup et avoir des points en seconde chance. Ça n'a pas été le cas dans ce match 2 et au final, ils sont à 52% de pourcentage au tir réel. C'est très très faible sur les playoffs. Les Cavs, avant les finales, étaient pratiquement à 65%. Donc on est à plus de 10 unités de points de pourcentage perdus entre les playoffs et les finales. Dans les faits, troisième élément à avoir en tête, c'est l'adresse extérieure. Toujours l'adresse extérieure et encore l'adresse extérieure. C'est le déterminant du côté des Cavs et du côté des Warriors sur ce match 2. À noter que cette équipe de Cleveland, voyez sur ce match 2, elle est allée tenter 41 paniers dans la zone restreinte, donc à 1 mètre du cercle, avec un 61% de réussite. C'est vraiment une belle performance parce que, souvenez-vous, dans le match 1, ils en avaient tenté que 33 à 45% de réussite. Donc, cette volonté d'aller retrouver des points à haut pourcentage près du cercle, c'est vraiment très 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 intéressant. Mais voyez que l'équipe des Warriors a beaucoup moins tiré près du cercle, seulement 19 tirs tentés contre 45 dans le match 1, mais ils sont allés chercher un 84% de réussite tout près du panier et ils sont à 80% au global dans les tirs tentés dans la raquette, là où l'équipe de Cleveland est seulement à 30%. Mais c'est à la limite pas vraiment le fond de commerce de cette équipe de Cleveland. Là où il y a un différentiel qui est absolument spectaculaire, c'est sur l'adresse à 3 points. On le sait, je vous l'ai présenté, cette équipe de Cleveland, elle a besoin d'un haut volume de tir à 3 points et d'une très belle réussite à 3 points pour dérouler son attaque et pour trouver de l'excellence en attaque. C'est vraiment son fond de commerce. Et dans ce match 2, on a une équipe des Cavs qui tente 20 tirs à 3 points, là où les Warriors en tentent 36. Donc on a inversé un petit peu les rôles avec des Warriors qui ont beaucoup tiré à 3 points, des Cavs un petit peu moins, et on est seulement à 25% des réussites à 3 points. Donc pour ce qui est des 3 points above the break, donc c'est des 3 points tentés en dehors des coins, mais c'est là où on a l'essentiel des tirs pris. On avait, vous voyez, du 34-34 dans le match 1, on avait globalement deux équipes qui étaient sur les mêmes standards. Là, c'est sans commune mesure dans le match 2, 45% d'adresse pour les Warriors, seulement 25% pour l'équipe de Cleveland. Et c'est fondamental parce que cette équipe des Cavs ne peut pas espérer gagner une rencontre sans renouer avec l'adresse extérieure. Là, on est à 33, 33, 25. C'est très, très, très en deçà des standards des playoffs. Et du côté des Warriors, sur tous les paniers à haut pourcentage, donc les paniers près du cercle et les paniers à 3 points, parce que n'oubliez jamais que quand vous êtes à 50% de réussite à 3 points, ce qui est absolument colossal, ça correspond à 75% de réussite à 2 points. Donc quand les Warriors
ils sont pratiquement à 45% à 3 points, et bien évidemment ça ramène un énorme rendement en points par possession, et sur les paniers tentés tout près du cercle, ils sont à plus de 80%. C'est juste injouable. Dans les deux compartiments de l'attaque les plus rémunérateurs en points par possession, vous avez une équipe des Warriors en sur-régime et en sur-rendement offensif. Et pourquoi tout ça c'est fondamental? Parce que souvenez-vous, quand je vous ai fait ma vidéo, pourquoi les Cavs sont devenus redoutables en playoff, pourquoi les Cavs sont devenus si forts. Et je suis très content de vous avoir proposé cette vidéo parce qu'elle était indispensable pour comprendre ce que les Warriors avaient besoin de faire pour neutraliser cette équipe de Cleveland. Et après avoir remué des tonnes et des tonnes de stats avancées, je vous avais présenté deux explications, et la première, le succès des Cavs en playoff s'était dessiné grâce à une explosion de l'adresse au tir à mi-distance et à 3 points, notamment sur les catch and shoot, les réceptions tirs, c'est-à-dire un tir tenté sans qu'on ait posé le dribble, quand on prend une passe et qu'on envoie direct un tir tenté. Et bien sur ce match 2, regardez, les Cleveland Cavaliers, c'est la première ligne. Ils ont tenté 22 catch and shoot et ils n'ont mis que 40% de ces tirs, et ils en ont tenté 17 à 3 points et ils n'en ont mis que 4, ils sont à 23% à 3 points, là où en playoff, ils étaient à plus de 45% à 3 points et 50% dans les tirs à mi-distance. Donc ce qui avait fait leur succès jusque-là en playoff, eh bien, est complètement absent là sur les finales et spécialement sur ce match 2. Et puis sur les pull-up shooting, donc ça c'est quand vous êtes en train de dribbler, vous créez un petit décalage et en sortie de dribble, vous tentez le tir. Sur les pull-up shooting, là aussi, Cleveland avait beaucoup progressé en playoff par rapport à la saison régulière. Et bien dans le match 2, ils sont à 26% au tir et 20% à 3 points, là où les Warriors, ils vont chercher du 47% à 3 points et du 40% au global. Donc c'est un constat qui est sans appel. La faillite d'adresse de Cleveland entraîne dans son sillage un faible rendement offensif qui coule cette équipe des Cavs. Et puis, si on s'intéresse aux performances individuelles, qui on doit remercier finalement pour ces faillites d'attaque sur le match 2 et ici généralement pour les deux premiers matchs, eh bien, vous avez 3 joueurs du 5 majeur qui sur les deux premiers matchs sont en dessous des 40% de réussite, et notamment un J.R. Smith qui a complètement disparu de l'attaque des Cavs. Et c'est catastrophique pour Cleveland parce que J.R. Smith pouvait entre guillemets faire oublier qu'il était un défenseur absolument atroce, dès lors que de l'autre côté du terrain en attaque, il pouvait exceller, notamment en sanctionnant à 3 points sur des bonnes passes de LeBron James. Là, il est complètement absent de l'attaque et en plus, il défend super mal. Évidemment, la coupe est pleine et je ne serais pas surpris de voir Coach Lou sortir J.R. Smith du 5 pour les matchs suivants. Il faut que de toute façon, côté Cavs, on aille chercher des solutions. Mais 3 titulaires à moins de 40%, évidemment, c'est très très loin des rendements que les Cavs avaient affichés durant ces playoffs. On a un LeBron James qui est en mode mutant, regardez, il est à 55% de réussite, il est à 13 rebonds, 11 passes décisives, pratiquement 2 contre 2 interceptions, bon 6 ballons perdus c'est beaucoup, mais ramené aux 11 passes décisives, ça fait un assist turnover ratio à peu près 2, on est dans les standards, et là aussi, on retrouve quelque chose que je vous avais expliqué dans la vidéo, et si les finales NBA 2017 étaient les finales 2014, on a trop considéré que le succès des Cavs passait inévitablement par un LeBron James en mode mutant, mais c'était oublié que c'est exactement ce qui s'était passé en 2014. James avait été mutanesque, mais les joueurs à ses côtés avaient eu une baisse de régime et le Heat avait été balayé par les Spurs. On est en train de vivre ça côté Cavs. Les Warriors, ils n'ont pas trouvé spécialement de solution défensive pour contenir James. James, il fait son match. James, il est en mode mutant. James, il est inarrêtable, mais derrière, 3 titulaires sont sous les 40% et on a une faillite collective qui coule Cleveland. Et puis autre chose qui est très très intéressante, et ça c'était le deuxième point de ma vidéo, pourquoi les Cavs sont devenus si forts, c'était l'émergence
d'une deuxième unité, d'un 5 mineur, emmené par Deron Williams, Shumpert, Kyle Korver et soit Channing Frye, soit Tristan Thompson, plus LeBron James. C'était l'éclosion, l'émergence de ce 5 mineur-là, je mets toujours mineur entre guillemets parce qu'il y a James dedans, qui avait un rendement offensif et défensif extraordinaire et qui était pour moi le meilleur 5 QI basket de cette équipe des Cavs. Eh bien, vous avez 4 joueurs de ce 5 mineur qui sont sous les 30% de réussite au tir sur les 2 premiers matchs des finales, et ça tue complètement Cleveland, parce que le petit coup de pouce qu'ils pouvaient avoir des joueurs du banc, eh bien ils ne l'ont pas du tout dans ces finales, et sur les périodes où les titulaires sont en train de souffler sur le banc, eh bien on n'a pas la relève qui permet de maintenir une continuité dans le rendement offensif et défensif, et ça c'est extrêmement pénalisant pour Cleveland. Et d'une manière générale, regardez ce qui avait fait la force des Cavs en playoff, la réussite à 3 points. On en revient toujours à l'adresse, toujours l'adresse, encore l'adresse. Ils sont à moins de 32% sur les 2 premiers matchs. C'est injouable pour cette équipe des Cavs. Et puis, chose aussi à avoir en tête, que je vous avais présenté dans ma preview sur ces finales, dans l'opposition attaque-défense, j'avais fait un calcul par rapport aux playtypes d'évaluation des rendements offensifs en les superposant par rapport au rendement défensif des 2 équipes. Et j'étais arrivé à la conclusion suivante. En maintenant le niveau d'excellence côté Cavs accumulé durant ces playoffs, où Cleveland a complètement dominé l'Est, en maintenant ce rendement-là, donc ce niveau d'excellence-là, et en le juxtaposant au niveau d'excellence des Warriors, on arrivait à un constat où les 2 équipes étaient au coude à coude, où les 2 équipes étaient vraiment quasiment à égalité. Ce qui voulait dire que finalement, en étant dans une adresse insolente, en étant dans l'excellence offensive, eh bien les Cavs finalement ne mettaient que 1 point de plus que cette équipe des Warriors, là où ils mettaient 20 points, voire 30, voire 40 à tous leurs adversaires de l'Est. Et ça augurait de quelque chose d'extrêmement compliqué qui allait attendre cette équipe des Cavs, parce que ça voulait dire que finalement, face à la meilleure défense de la NBA, face à une équipe jusque-là invaincue en play-off, même si l'équipe de Cleveland avait maintenu son rendement offensif qui était complètement hors norme et qui, en toute logique, allait forcément être diminué parce qu'en face, on avait une défense bien meilleure que toutes les défenses que Cleveland avait pu rencontrer jusque-là. Et bien même si les Cavs avaient réussi à maintenir ce niveau-là d'excellence, qui, je le répète, est un niveau complètement hors norme, où vous êtes à 50% de réussite sur les tirs à mi-distance, là où la moyenne NBA est à 40, et là où vous êtes à 45% sur des tirs à 3 points, là où la moyenne NBA est à 35. Eh bien, même en maintenant ce palier-là complètement mutanesque, eh bien, les Cavs n'écrabouillaient pas les Warriors, ils faisaient tout juste jeu égal avec eux. Et ça, forcément, c'est extrêmement préjudiciable parce que ça condamne Cleveland à l'exploit complètement démesuré pour espérer battre ces Warriors. Et qu'est-ce qui se passe sur les 2 premiers matchs des playoffs? Eh bien, la défense des Warriors parle, le rendement offensif baisse un petit peu, les 2 équipes ne font plus jeu égal, mais les Cavs, ils sont en deçà, et derrière, vous avez un différentiel qui génère 20 points d'écart sur les 2 premières rencontres. D'une manière générale, regardez, j'adore cette statistique parce qu'elle est très révélatrice. C'est la répartition des tirs. Là, j'ai été sélectionné que les tirs à plus de 10 pieds du panier. Donc en gros, que les tirs à mi-distance et que les tirs à 3 points. Dans le match 2, l'équipe des Cavaliers n'a eu dans son volume total de tirs tentés que 6% de tirs qui étaient wide open, qui étaient complètement ouverts, où le défenseur était à plus de 2 mètres au moment où le joueur
offensif des Cavs tenter son tir. Ils n'en ont eu que 6%. C'est rien du tout. Ça veut dire que dans toute la rencontre, Cleveland a tenté 100 tirs, donc c'est très facile à extrapoler. Et bien sur ces 100 tirs tentés, ils n'en ont eu que 6 qui étaient wide open, là où les Warriors, ils ont eu 23% de tirs complètement ouverts. Et évidemment, les tirs complètement ouverts sont a priori rémunérateurs d'adresse. Eh bien, côté Warriors, on a été à 60% de réussite efficace, donc la pondération des 2 points et des 3 points sur ces tirs ouverts, là où côté Cavs, on a été qu'à 41%. Donc non seulement on a eu très très peu de tirs ouverts côté Cavs, mais en plus les peu qu'on a eu, on les a pas mis. Donc évidemment, c'est injouable. Et si on s'intéresse aux tirs ouverts, donc où là on a un défenseur qui est entre 1 mètre et 2 mètres au moment du déclenchement du tir, on en a 25% côté Cavs, 21% côté Warriors, donc on va dire ça fait un petit peu près jeu égal. Eh bien on est une nouvelle fois dans un différentiel de réussite sans commune mesure, 50% côté Cavs et 66% côté Warriors. Donc on retrouve le dilemme que j'avais évoqué dans la preview, c'est comment les Cavs vont réussir à maintenir cette adresse offensive insolente, sachant qu'en face, ils ont l'une des meilleures défenses de la NBA et la meilleure pour la contestation des tirs et pour les sorties sur les close-outs, c'est-à-dire quand un défenseur revient sur un tireur, et comment inversement les Cavs vont réussir à enrayer une équipe des Warriors, sachant que la défense des Cavs, elle est loin d'être une défense élite en NBA et qu'on les a vus précédemment en playoff, ils ont tendance à laisser beaucoup de tirs complètement ouverts à l'adversaire. Ça passait face aux Celtics, parce que les Celtics, ils avaient la sphinctéris, ils étaient complètement crispés, et dès qu'ils avaient un tir ouvert, ils paniquaient, ils ne mettaient pas leur tir ouvert. Là, regardez, les tirs ouverts côté Warriors, on va chercher 66% de réussite. C'est tout simplement injouable, et c'est très important à contraster, parce que regardez, 25% de tirs ouverts sur ce match 2, et jusque-là, en play-off, les Cavs avaient 26-27%, donc on est dans les standards, mais ils allaient chercher du 60% de réussite efficace, là où ils n'ont eu que 50% dans ce match 2. Et si on regarde les tirs wide open, 6% et seulement 42% d'efficace, là où en play-off jusque-là, ils en avaient en moyenne 15% par match, et ils mettaient 70% de réussite au tir extrapolé. Donc on a un contraste qui est absolument saisissant, avec d'un côté des Cavs qui n'arrivent plus à avoir de tir complètement ouvert, et les peu qu'ils arrivent à avoir, ils ne les mettent pas dedans. Donc c'est un constat sans appel, et c'est terrible. C'est terrible pour Cleveland, parce que ils sont plus que jamais, et plus que n'importe qui en NBA, dépendants de leur adresse extérieure pour gagner. Donc on l'a dit, on a côté Cavs une équipe emmenée par un trio, Love, James, Irving, qui ont besoin tous les trois finalement de bien performer en attaque pour, dans leur sillage, drainer leur équipe. Là où côté Warriors, on a également un trio de joueurs offensifs qui, sur ce match 3, le trio des mutants de l'attaque des Warriors, eh bien les trois ont répondu présent, avec un Curry qui fait certes un 7 sur 17 au tir, mais 4 sur 11 à 3 points et surtout 14 sur 14 au lancer. Derrière, vous avez un Thompson qui fait un super match, un Durant qui continue dans ses standards et qui fait un super match, et effectivement vous avez une problématique insoluble pour cette équipe des Cavs. Et puis j'ai été calculé sur ce match 2 les évaluations de chacun des joueurs ayant participé à cette rencontre. Et on retrouve effectivement côté Warriors, je vais vous l'agrandir parce que c'est très petit, on retrouve côté Warriors le fameux Strength in Numbers, donc l'union fait la force, avec un Durant qui finit à 55 d'éval. Alors c'est l'éval sur le Blightometer, c'est mon éval perso. J'ai une méthode de calcul perso où en gros un contre et une interception sont plus importantes dans le calcul que par exemple un rebond ou une passe décisive, pour mettre tout ça en perspective. Vous avez donc un Durant qui va chercher 55 d'éval, un Thompson qui va chercher un 23, un Curry qui va chercher un 31,
un Draymond Green qui a été relativement discret mais qui va quand même chercher un 16, et puis derrière, on va dire des joueurs de complément qui apportent un petit peu. Côté Cavs, on retrouve James en mode mutant avec un 48 d'éval. On retrouve un Kevin Love qui fait un super match avec 29 d'évaluation, mais regardez la première ligne, Irving, il n'a qu'un 11 d'évaluation, et J.R. Smith lui a carrément une évaluation négative. Donc quand il a été sur le terrain, il a été plus nuisible que favorable à son équipe, et Cleveland ne peut pas gagner, c'est ce qu'il y a derrière ma tête, ne peut pas gagner sans un Irving qui apporte en attaque et qui apporte avec un haut rendement d'efficacité. Souvenez-vous des finales 2016, dans les 3 victoires de Cleveland après le 3-1, on a un Irving qui apporte de l'insolence, qui apporte de l'efficacité en attaque et qui vient soulager James du fardeau offensif pour l'instant dans ses playoffs et particulièrement sur le match 2. Eh bien, on n'a toujours pas vu ce Irving-là. Comment ne pas effectivement parler des Warriors sans évoquer Durant, la force tranquille, le Mitterrand de Golden State, pardon, la force tranquille totale, parce que, et c'est l'une des différences majeures bien entendu entre les Warriors 2016 et les Warriors 2017, c'est l'apport offensif et défensif, parce qu'on ne le dira jamais assez, mais Kevin Durant, au-delà de ses 3 points, au-delà de ses séquences d'attaque, c'est un excellent défenseur et il fait un très bon travail défensif. Mais la force de Durant, c'est sa régularité. C'est un joueur qui, quoi qu'il arrive, va vous apporter 25 points à plus de 50% en réussite au tir. Il va vous apporter 8-9 rebonds, 5-6 passes décisives, 2-3, allez, 1 ou 2 contre, une interception. Et vous avez effectivement une régularité sur laquelle vous pouvez compter. Et vous avez finalement une espèce d'assurance tout risque que vous n'aviez pas forcément en 2016, où côté Warriors, on avait un Curry avec des performances en dents de scie, un Klay Thompson avec des performances en dents de scie. Regardez là, sur le match 1, vous avez ici, dans cette colonne-là, le principe des évaluations, mais par le site Basket Référence vient une formule qui avait été proposée par John Hollinger, qui est l'inventeur du PER. Donc c'est pas ma formule du Blightometer, mais c'est à peu près le même principe. Match 1, vous avez un Durant qui a un 34 d'évaluation. Match 2, vous avez un Durant qui a 34 d'évaluation. Donc plus de 30, c'est excellent. Plus de 40, c'est mutanesque. Donc on a un James qui est vraiment dans le très... On a un Durant, pardon. Et un James aussi, mais un Durant qui est vraiment très 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 bon dans ces 2 premiers matchs et qui sur les 2 matchs amène extraordinairement de régularité et de constance dans la performance. Là où par exemple Curry l'année dernière, vous avez ici donc le game score qui est donc, je vous le disais, l'évaluation proposée par John Hollinger, par Basketball Référence, Durant 34-34, là où l'année dernière Curry avait fait 2, 14, 9, 29, 16, 14, 5, bref, on n'avait absolument pas de régularité, on avait des performances complètement en dents de scie, et les Warriors 2016 étaient évidemment complètement dépendants du rendement offensif de Curry, et que dès que Curry plongeait, les Warriors plongeaient. Là, cette année, il y a un rendement continu de Durant et il y a un Stephen Curry qui voit le fardeau de l'attaque, le fardeau offensif, ne plus reposer exclusivement sur ses épaules. Ça permet de lâcher un petit peu de pression défensive sur lui. Ça permet surtout de permettre à Curry de ne pas avoir à trop tirer la couverture à lui. Il peut attendre que l'attaque vienne vers lui. Il peut attendre effectivement de trouver des opportunités pour rentrer dans son match. Et puis il peut laisser Durant, entre guillemets, être la force tranquille et attendre le bon moment pour exploser et faire tomber l'avalanche de points. C'est ce qui s'est passé dans le match 2. Et ça change tout. Ça change tout, parce que dès lors que vous pouvez évoluer un petit peu sous le radar, un petit peu en dehors des projecteurs médiatiques qui sont braqués sur Durant, forcément vous avez moins de pression sur vous, et forcément c'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis évidemment, comment ne pas parler de la polyvalence de Durant, qui peut tout faire.
il peut tirer à 3 points, il peut aller finir fort près du cercle, il peut tirer à mi-distance, il peut poster dos au panier au poste bas, il peut relativement bien défendre, et puis n'oubliez jamais que quand on parle du Super 5 Small Ball des Warriors, donc vous savez quand ils jouent avec Green en 4 et Durant en 5, donc quand ils jouent relativement petit, même dans cette config-là, les Warriors restent quand même dans une situation où ils ont un joueur à plus de 2,10 m sur le terrain. Donc quand vous avez un joueur à plus de 2,10 m sur le terrain, vous n'êtes pas si petit que ça. Et ce joueur à 2,10 m, c'est Durant. Et ça aussi, ça change tout. Parce que finalement, vous avez un espèce de go-go gadget au bras qui peut jaillir dans la mêlée, arracher un rebond, qui peut jaillir dans l'aide pour aller contrer, qui peut jaillir sur un close-out pour aller contrer. Et c'est ce qu'on a vu sur ce match 2. Et ça aussi, ça change tout. Ça change de l'année dernière où, dans la config Small Ball, il y avait Harrison Barnes et Draymond Green, et où le plus grand sur le terrain faisait 2,2 m, 2,3 m. Évidemment, ça n'est pas du tout pareil. Et puis, autre chose qui est évidemment indispensable à avoir en tête, c'est que l'année dernière, Harrison Barnes avait fait des finales complètement catastrophiques, avec des performances complètement en dents de scie, avec un 11 d'éval dans le match 1, ensuite 2, 15, 13, -1, -5, 5. Donc un Barnes qui était complètement absent des finales, un Barnes qui était défendu par un certain LeBron James. Donc James pouvait entre guillemets un petit peu relâcher défensivement, un petit peu faire l'impasse sur Harrison Barnes qui n'était pas dangereux, qui n'était pas dedans, pour se concentrer sur autre chose, venir faire des prises à deux, venir aider, venir contrer dans des aides, ce que James ne peut pas faire cette année parce qu'il est condamné à être systématiquement focalisé sur Durant. Et aussi mutanesque que James soit-il, aussi stratosphérique soit-il, faut pas oublier, et ça s'est vu dans la série face aux Pacers, il faut pas oublier qu'on a un petit peu trop tendance à labelliser LeBron James comme un super défenseur. C'est un bon défenseur qui, comme je le disais, peut vous jaillir comme ça de l'aide, peut jaillir comme ça sur un repli en contre-attaque et aller chercher un contre énorme, on l'a vu plein de fois. Mais c'est aussi défensivement un joueur qui est inégal et qui peut enchaîner des séquences où ça manque un peu d'effort, ça manque un peu d'implication. C'est pas le premier à replier en sprint, c'est pas le premier à être extrêmement discipliné. Souvenez-vous de la série face aux Pacers où James devait souvent défendre sur Paul George, et Paul George a fait une super série au premier tour avec ces Pacers, notamment dès lors que Paul George jouait sans ballon, loin du cercle. Et bien quand James devait défendre sur des séquences où il y avait des écrans sans ballon sur George, et bien il était en difficulté, il prenait les mauvaises décisions, il voulait soit passer en dessous et Paul George sanctionnait à 3 points, soit il voulait sortir trop haut et Paul George le débordait en vitesse. Donc là, Durant, c'est vraiment un match-up extrêmement sévère pour James, et ça expose effectivement les petits problèmes défensifs que je peux vous exposer, et un James qui n'est pas toujours exemplaire dans son implication en défense. Au final, la conclusion de ce match 2, c'est qu'on a vu des Cavs qui se sont très bien réajustés. On a vu un LeBron James en mode mutant. En témoigne sa ligne de stats, en témoigne son évaluation ou son game score qui est extraordinairement élevé sur ce match 2. Les Warriors ont eu beaucoup de déchets dans ce match 2. Ils ont perdu beaucoup de ballons, ils n'ont pas été forcément très agressifs, ils n'ont pas beaucoup attaqué le cercle, beaucoup tenté de tirs en dessous, et pourtant, malgré des Cavs réajustés, un James en mutant, des Warriors qui n'ont pas fait le match parfait, il y avait encore des failles, eh bien on a une défaite de 20 points, une nouvelle fois. On a eu des Warriors dans ce match 2 qui étaient complètement à l'initiative, qui ont imposé ENT à la fin, vous corrigerez ma faute, des Warriors qui ont complètement imposé leur rythme, qui ont contrôlé complètement le momentum de la rencontre, et une équipe de Cleveland qui était systématiquement en réaction. Les Cavs, ce qu'ils aiment, c'est jouer lentement, c'est jouer placé mi-terrain
avec des fixations et un James en chef d'orchestre qui dispatche le ballon en fixant la défense et en ressortant sur des tireurs. Là, les Cavs, ils ont été systématiquement en réaction, c'est-à-dire que défensivement, ils ont plus protégé la raquette parce que les Warriors l'avaient beaucoup attaqué dans le match 1. Résultat, eh bien, ils ont laissé des intervalles pour des tirs extérieurs et les Warriors eh bien, en ont profité et ils ont complètement annihilé la défense des Cavs grâce à l'adresse extérieure. Les Warriors sont rapides, Cleveland en réaction, aligne un 5 de très petite taille pour matcher cette rapidité. Bref, on a un rapport de force qui est complètement à l'avantage des Warriors, qui décide, qui dicte le scénario du match, et les Cavs qui s'adaptent et qui composent avec le scénario imposé par les Warriors. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire du rapport de force. Et quand vous voulez vous imposer dans une finale et dans une série de playoffs, eh bien, il faut pouvoir imposer votre tempo, il faut pouvoir imposer votre rythme. Et ça, les Cavs n'ont pas du tout réussi à le faire. Ça paraît insoluble pour cette équipe de Cleveland. Parce que s'ils verrouillent la raquette, ils prendront des tirs à 3 points. On l'a vu dans le match 2. Et s'ils contextent relativement bien les prises de position et les tirs à 3 points, ils vont prendre des lay-ups. On a une équipe de Cleveland qui a une nouvelle fois été très maladroite de loin alors qu'ils ont besoin d'adresse pour exister en attaque. On a aussi toujours vu un petit peu trop d'isolation, un Kyrie Irving qui a encore trop tendance à démarrer une séquence et la finir sans avoir lâché la balle, sans avoir fait une passe. Et on a des LeBroners, donc tous ces joueurs de complément qui jouent d'habitude très bien autour de LeBron James, qui sont restés au vestiaire et qui n'ont rien apporté dans la rencontre. La sortie de crise pour les Cavs, elle ne peut passer que par une surperformance d'attaque, une orgie offensive où on va retrouver de l'insolence à 3 points tout en réussissant à ralentir le tempo. J'ai beaucoup vu dans la presse, il faut que les Cavs réajustent leur défense pour avoir une chance de revenir dans ces finales. Ne soyons pas naïfs, ne nous voilons pas la face, les Cavs ne sont pas en capacité défensivement de matcher cette équipe des Warriors. Il faut proposer plus d'intensité, il faut proposer moins de paniers faciles, il faut proposer plus d'agressivité, notamment dans la lutte au rebond et la lutte au rebond offensif. Mais la faillite de Cleveland, et je vous l'ai présenté là dans ces stats, elle vient principalement d'une faillite d'attaque. On a des Cavs aux alentours des 1 point par possession, là où ils étaient aux alentours des 1,20 en playoff. Et cette faillite d'attaque, c'est avant tout une faillite d'adresse extérieure. Et sans adresse extérieure, les Cavs ne peuvent pas l'emporter. Et sans du rendement offensif à foison, c'est ce que j'avais appelé l'orgie offensive, qu'on a vu en playoff sur les 3 premiers tours, et bien sans cette orgie offensive, les Cavs ne peuvent pas, entre guillemets, masquer leur faiblesse défensive et ne peuvent pas espérer l'emporter. Donc, si Cleveland veut avoir une chance de remporter le match 3 et de sauver les finales, parce que si les Warriors s'imposent dans le match 3, c'est fini. Les finales sont pliées et on aura potentiellement une équipe de Golden State championne et invaincue. Si les Cavaliers veulent renverser la tendance en finale NBA et s'imposer dans le match 3, c'est obligatoirement en passant par une adresse extérieure et à 3 points retrouvée. Merci de votre fidélité. Espérons un match 3 enfin serré. Il va falloir vraiment que Cleveland aille puiser dans ses dernières ressources en allant donner tout ce qu'il est possible de donner en termes d'intensité, en ayant beaucoup d'agressivité vers le cercle, en arrachant du rebond et en retrouvant de la concentration sur les tirs extérieurs. Tout ça va être passionnant. Merci d'avoir été à mes côtés et comme toujours, bon match à tous.